Le remaniement, on va en parler un petit peu, mais bon, un petit peu seulement, parce qu'on va beaucoup parler de transition écologique surtout, et de ce que le gouvernement doit ou va faire en la matière, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, puisqu'il s'agit de Barbara Pompili, qui est députée LAREM, et qui est aussi présidente de la commission à l'Assemblée nationale sur le développement durable. Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Alors, c'est normal ce délai, ce long délai pour un remaniement? Écoutez, si on veut faire les choses bien, il faut prendre le temps. Donc, c'est ce que veut faire. Avant aussi, non? Peut-être, mais a priori, le président de la République s'est donné le temps. On verra le résultat. On est comme vous, hein, nous, on attend de voir. Ouais. Vous auriez préféré que le Premier ministre démissionne, puis soit renommé, et qu'il y ait un discours de politique générale à l'Assemblée nationale avec un vote? C'est quelque chose qui vous aurait plu, ça? Écoutez, moi, ce qui me plaît surtout, c'est l'idée qu'on puisse, à travers ce remaniement, renvoyer un message aux Français. Ouais. Après, la forme, franchement, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnes... Mais c'est plus solennel quand il y a un discours de politique générale avec un vote. Oui, sachant que des discours de politique générale, on les fait aussi quand on présente le budget, par exemple. Hein. Le budget, il va être présenté là, aujourd'hui, à l'Assemblée, et on va donner déjà les grandes orientations. Non, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'on donne un message, comme quoi ce que portait Emmanuel Macron pendant sa campagne, qui était un message d'ouverture, de rassemblement de gens d'origines très différentes et de qualités différentes, ça soit maintenu. Soit maintenu et même soit approfondi. Et vous êtes optimiste là-dessus? En tout cas, s'ils prennent le temps, j'espère que c'est dans cette optique-là. Vous n'avez pas été contacté par hasard? Écoutez, mes compétences reconnues sont plus sur les questions de développement durable. On vient de changer de ministre sur ce sujet-là. Je pense qu'il va rester et ce sera une bonne chose. D'accord. Qu'est-ce qu'il doit faire d'autrement, de différemment, le gouvernement qui va être nommé là? Je crois qu'il doit faire... il doit tenir compte du ressenti des citoyens. C'est quoi le ressenti des citoyens? Alors, ce que je vois dans ma circonscription, et encore une fois, c'est ce que je ressens chez moi. Vous êtes élu de la Somme. Hein. Je suis élu de la Somme, à Amiens. C'est un sentiment d'une forme d'éloignement. Et on sait que l'éloignement, ça menace tout président en responsabilité. Comment faire pour être plus proche? Simplement revenir sur le terrain, et ça, le président de la République a commencé à le faire. Je crois que c'est une bonne chose. Avoir des ministres aussi qui incarnent une diversité d'approche. Je crois que c'est vraiment la richesse de notre mouvement. La richesse de notre mouvement, c'est des gens qui viennent d'horizons très différents. Disons, quand on a des gens comme Nicolas Hulot, comme Gérard Collomb qui partent, ce sont des messages qui sont envoyés comme quoi il faut peut-être renforcer ça. Vous les regrettez? Je regrette qu'il soit parti. Maintenant, je vais de l'avant. Hein. D'accord. Alors, François de Rugy a été nommé, et ça, c'est un secteur que vous connaissez bien. Oui. En plus, c'est un de vos anciens compagnons de route. Tout à fait. Qui est toujours un compagnon de route, mais dans une autre formation politique. Ça vous convient, sa nomination au ministère de la Transition écologique? Oui, même si je regrette le départ de Nicolas Hulot, je pense qu'il avait encore beaucoup à apporter. Maintenant, François, il a d'autres outils à utiliser. Il a une grande connaissance du monde politique, il a une grande connaissance aussi du poids des lobbies qui existent. Et le fait qu'il ait l'habitude de travailler dans ce contexte-là, ça peut aider dans des moments où des décisions ne sont pas évidentes à prendre, où il y a beaucoup de pression. Les lobbies, c'est vraiment un handicap quand on travaille c'est un fait. Sur l'écologie? C'est un fait. Ils sont là, ils sont partout, mais depuis toujours. Hein. Moi, j'essaye de ne pas en faire un drame. Ils défendent des intérêts qui sont des intérêts qui ne sont pas d'intérêt général, qui sont les leurs. À nous d'écouter ce qu'ils ont besoin d'avoir pour le développement économique de notre pays, mais de faire en sorte que tout ça puisse s'articuler avec nos intérêts qui sont l'intérêt de l'avenir, l'intérêt des citoyens et l'intérêt aussi de la préservation de notre environnement. Malheureusement, on le voit encore aujourd'hui. Alors, on va en parler de l'Aude. La programmation pluriannuelle de l'énergie doit avoir lieu prochainement? Oui. Quelle date? Le 30 octobre est une date qui circule. Est-ce que ce sera celle-là? Donc on vous soumettra le dossier le 30 octobre? Alors, le problème de cette programmation, c'est qu'elle n'est pas soumise aux parlementaires. Ce n'est pas une loi. Donc c'est décidé, c'est un décret. Vous le regrettez? Je le regrette beaucoup, et on est un certain nombre de parlementaires à souhaiter qu'à l'avenir, ce soit des lois de programmation, parce qu'on est sur des enjeux Ça couvre quelle incroyables. période, là?
Ça couvre, alors ça va jusqu'à 2029, sachant que c'est en 2 parties. Il y a une première partie jusqu'à 2024 et une autre jusqu'à 2029. Ce sont des engagements sur le logement, sur les transports, sur l'agriculture, sur l'électricité. Qui impliquent énormément de ministères. Voilà, des sujets majeurs qui vont toucher à notre économie, qui vont toucher à la vie quotidienne de nos citoyens. Donc vous n'aurez pas de droit de regard dessus. On est juste informé, c'est tout. Ouais, et ça, vous le regrettez? Je le regrette beaucoup, sachant que je l'ai voté, puisque j'ai voté la loi de transition énergétique qui prévoyait les PPE. Oui. C'est une erreur. Il faut qu'il puisse y avoir un débat démocratique sur des sujets qui sont énormes. Est-ce que le gouvernement vous a entendu? Est-ce qu'il va y avoir un aménagement? On est en train d'en discuter. On est beaucoup de députés à essayer de pousser en ce sens. Mais de toute façon, pour celle-ci, c'est trop tard. Donc celle-ci, ce sera un décret. Alors, il n'y aura pas, j'imagine, il n'y aura pas la réduction de 75 à 50% de l'énergie, de l'électricité venant du nucléaire dans cette loi de programmation. Soyons bien clairs. Dans cette programmation plutôt. La programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est la feuille de route pour atteindre les objectifs qui étaient dans la loi de transition énergétique. Pour moi, ce sera mon seul curseur. Est-ce que, oui ou non, on se donne les moyens d'atteindre les objectifs de la loi qui a été votée en 2015? Si c'est oui, c'est très bien. Si c'est non, c'est un problème parce que c'est assez irresponsable au regard de nos engagements, y compris vis-à-vie de nos voisins. Sur l'origine de l'électricité précisément, Nicolas Hulot avait dit 2025, on n'y arrivera pas à fermer une vingtaine, 30 même, réacteurs. Pour atteindre les objectifs... Et il avait dit 2035. Voilà, pour atteindre les objectifs, alors 2035, c'est un peu la marge haute, mais admettons, si on reste à une consommation à peu près équivalente à aujourd'hui, ce qui sont les prévisions des spécialistes, il faut fermer 20 réacteurs à peu près d'ici 2035. Donc évidemment... C'est possible ? Oui, c'est tout à fait possible et aujourd'hui, de nombreux scénarios nous prouvent que c'est possible en augmentant les émissions, en n'augmentant pas les émissions de gaz à effet de serre, mais en augmentant la production de renouvelables, en maîtrisant notre consommation, parce qu'aujourd'hui, il y a des gaspillages terribles. Donc, en faisant tout ça, on peut y arriver sans problème. Mais donc, il faut que ce soit inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça, vous l'attendez? Je l'attends parce que c'est une question de cohérence. On met en place un certain nombre d'outils pour atteindre des objectifs. Il faut que ces outils soient dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce gouvernement, les gouvernements d'Emmanuel Macron, sont-ils suffisamment écologiques? Ils ont compris l'enjeu. Ils ont compris l'enjeu, mais on sent que notamment dans les ministères, dans les superstructures, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette culture. Et donc il faut à chaque fois expliquer que oui, investir dans la transition écologique, ça a un coût. Ça a un coût réel, il faut le savoir. Est-ce que ça peut créer des emplois ? Ah mais évidemment, c'est pareil, il y a des études qui ont montré qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés grâce à la transition écologique. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises l'ont compris et s'y lancent. Donc la question est de l'accompagner et surtout de bien comprendre que ça nous coûtera beaucoup plus cher si on ne fait rien. Et cette transition, on peut la faire sans décroissance, sans faire reculer la croissance ? Mais oui, bien sûr. Enfin, ça, ce sont vraiment des idées un peu d'arrière-garde. Aujourd'hui, on a des gens très sérieux qui ont fait des scénarios, y compris RTE, Réseau de transport d'électricité. On ne peut pas dire que ce sont des doux rêveurs qui ont fait des scénarios qui nous permettent d'arriver à ces objectifs en créant de l'emploi et puis surtout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, c'est très important. Et n'oublions pas que ça ne concerne pas que l'électricité, je le répète, ça concerne le logement, essentiellement le logement, les transports, l'agriculture. Bref, on a une nouvelle économie à mettre en œuvre et c'est un beau défi. Les constructeurs automobiles jouent de jeu, ça y est. Les constructeurs, alors je suis allée au salon de l'auto la semaine dernière, c'est même impressionnant de voir à quel point ils ont compris que le virage de l'électrique était absolument essentiel. Obligatoire. Oui, même si la voiture électrique ne résoudra pas tout, il faut arrêter de se mettre en tête qu'une seule solution résoudra tous les problèmes. Ok. Gilles Legendre, c'est le nouveau président de votre groupe à l'Assemblée nationale. Oui. Ça vous convient? Il a été élu, moi je suis très démocrate. Hein. Ouais. Donc c'est notre... pas que ce soit une femme qui... J'aurais aimé une femme au perchoir, moi. Oui, vous étiez candidate. Tout à fait. Je pense que ça aurait été un beau symbole et je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à y arriver. Maintenant, on a un nouveau président de groupe qui a été élu et qui a constitué une équipe. Il sait qu'il y a une forte attente des députés pour évoluer dans les pratiques. Il s'y est engagé. Maintenant, à lui de le faire et on compte sur lui. D'accord. François Bayrou, hier, disait que... il était tout à fait possible qu'il y ait une liste commune entre l'AREM et le MoDem pour les élections européennes. C'est votre opinion? En tout cas, on travaille bien ensemble à l'Assemblée. Et si on peut porter un projet commun européen, tant mieux. Plus on est unis, mieux c'est. Qui est-ce qui va conduire cette liste? Aucune idée. Il faut que ça soit une femme?
Ce serait bien, mais aucune idée. Alors là, à ce stade, je n'en sais rien. Mais vous en faites une obligation, que ce soit une femme ou... Non, je n'en fais pas une obligation. Ce que je veux, c'est que les femmes réussissent à briser le plafond de verre et qu'elles aient des responsabilités. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de femmes à l'Assemblée nationale, et ça, c'est clair. Il y a eu un progrès. Ah oui, il y a eu un net progrès depuis cette dernière mandature. Des femmes sont en responsabilité, ont des présidences de commission, etc. Maintenant, il y a les postes les plus hauts qui sont toujours... fermée aux femmes. Et ça, je crois qu'on a un effort à faire collectif pour y arriver. Ce sera très positif pour tout le monde. Madame Schiappa est quelqu'un qui peut justement aiguillonner ce changement. En tout cas, elle se démène pour faire avancer les choses sur les droits des femmes, sur les violences faites aux femmes, etc. Elle fait partie des gens de l'équipe qui bougent les choses. D'accord. Alors, pour ce qui concerne les élections européennes, est-ce que vous redoutez qu'il y ait une forte poussée dans toute l'Europe des partis souverainistes, populistes, diront certains, et est-ce que, à votre avis, ils peuvent avoir la majorité, obtenir la majorité au Parlement européen? C'est un risque, même si là, les dernières élections en Bavière, en Belgique, sont un peu rassurantes de ce point de vue-là. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un sentiment vis-à-vis de l'Europe qui est un sentiment de rejet, parce qu'on a le sentiment que l'Europe ne nous protège plus et nous apporte plutôt des problèmes. Le discours du président de la République, il est adapté, justement, il fait... Oui, ce qu'il dit, d'un côté, il y a les progressistes, ceux qui sont pour l'Europe et plus d'Europe, et puis les autres qui sont les conservateurs, qui sont populistes. Je suis convaincue qu'il a mis le doigt sur la vraie césure entre les progressistes et ceux qui veulent en fait un repli identitaire, un repli sur soi. Mais dans le monde tel qu'il existe, je ne vois pas comment le repli peut apporter du positif. Donc on a besoin de transformer l'Europe. Aujourd'hui, on voit bien que si on ne la transforme pas, elle risque de mourir et ce serait très très grave. Donc le travail des progressistes sera justement de refonder cette Europe pour qu'elle soit plus collective. Aujourd'hui, elle ne l'est pas assez. Pour qu'on ait aussi un minimum d'homogénéité dans nos politiques sociales, dans nos politiques budgétaires, etc. Et puis, enfin, pour redonner du sens aussi. L'Europe, c'était un magnifique projet. Grâce à l'Europe, on n'a quand même pas eu, ou quasiment pas eu de guerre sur notre territoire depuis très longtemps, quand on voit ce qui se passe dans le reste du monde quand même. Et puis, face aux enjeux auxquels on a à faire face, notamment l'enjeu climatique, on doit être unis et forts parce que il va y avoir des problèmes à gérer très lourds, notamment les problèmes de migration, parce que les migrations climatiques vont être les migrations les plus importantes dans les années à venir. Et puis aussi, comment recréer une économie, recréer un dynamisme qui nous entraîne vers justement plus d'emplois et vers plus de vision de l'avenir. Je crois que c'est une vision de l'avenir qu'on doit recréer. D'accord. On est avec Barbara Pompili, qui est députée de la Somme, députée de la REM, La République En Marche. Et c'est avec Jean-Baptiste Sémergin qu'on va continuer à poser vos questions, chers internautes. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Barbara Pompili. Une première question de Voltruan. Voltruan, il vous reproche de faire partie d'une majorité qui soutient les riches. Est-ce que vous comprenez, vous, ce mépris, ce sentiment ? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent, suite notamment à la suppression de l'ISF. Je crois que ça... Pas de l'ISF en général, enfin... Oui, à une partie. Je crois que ça a cristallisé. Maintenant, même si c'est un symbole, et j'entends bien, il faut regarder tout ce qui est fait. Et tout ce qui est fait, notamment sur l'école, notamment sur la formation professionnelle. Là, il y a un plan pauvreté qui est sorti, on en a pas parler et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a quelques désordres gouvernementaux, c'est peut-être pour ça. Voilà, malheureusement, il y a eu ces conflits de communication. On a aussi un plan pour l'aménagement du territoire, pour éviter la désertification des territoires, sur la santé, etc., etc. On voit que ce sont des sujets qui touchent la vie quotidienne des citoyens et qui vont leur améliorer la vie. Et puis, il y a les sujets dont on a un peu plus parlé, comme la taxe d'habitation, comme la baisse des taxes sur le travail. Ça va aussi améliorer la vie. Ça rééquilibre les choses ? Ça rééquilibre et c'est nécessaire. On ne peut pas avancer s'il y a des gens derrière qui ne participent pas. Une question plus personnelle. Patrick, lui, ne comprend pas votre cohérence politique. Car vous êtes aujourd'hui En Marche et vous, selon lui, en tout cas c'est la réalité, vous avez été élu en tant que verte, soutenu par le Parti socialiste. Oui.
Et ça n'aura échappé à personne que depuis, il y a eu un délitement de ces partis. Moi, j'ai quitté les Verts quand ils ont refusé de faire un choix entre le PS et l'extrême droite. À un moment, quand on perd des valeurs comme ça, moi, c'était au moment des régionales. Il fallait s'unir pour lutter contre l'extrême droite. Les Verts n'ont pas voulu le faire, c'est pour ça que je suis partie. À partir de ce moment-là, je n'avais plus de parti. Et j'ai essayé de voir quel était le mouvement qui permettait le plus d'ouverture, qui permettait le plus de faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas forcément toujours du même avis, mais qui veulent progresser. Et j'ai pris le mouvement qui ressemblait le plus à ce qui avait été fait par Danny Cohn-Bendit au moment d'Europe Écologie. Quand Europe Écologie a été créée, c'était un peu la même chose qu'En Marche. Et En Marche a repris cette idée-là. Maintenant, il faut qu'on la garde et il faut qu'on la fasse vivre. Vous êtes à l'aise dans votre mouvement ? Oui, globalement, je suis à l'aise, même si, je vous le dis, il y a des choses qui ont été portées pendant la campagne et je voudrais que ça se sente plus. Lesquelles ? Je vous dis la diversité et puis aussi l'aspect un peu de gauche, entre guillemets. Mais encore une fois, regardez le plan pauvreté, regardez le plan santé et ça répond beaucoup à ces attentes. Vous avez plus de relations avec les Verts aujourd'hui ? Très peu, j'en ai quelques-unes parce que j'ai gardé des amis qui sont là-bas, parce qu'individuellement il y a des personnes très très bien chez les Verts, mais ce parti qui se replie sur lui-même et qui est dans l'incantation, moi je préfère qu'on agisse parce que pour changer la vie des gens, compter les points de l'extérieur ça sert à rien. On revient un petit peu en arrière, temporellement parlant. Marianne, elle déclare « Barbara Pompili à la tête de l'Assemblée nationale serait un bon signe pour l'écologie et la parité ». Richard Ferrand a été élu, c'est l'inverse, Richard Ferrand ? Oh, je dis pas ça comme ça, mais oui, ça aurait été un beau signal. Et mettre quelqu'un qui est écologiste à la tête de l'Assemblée nationale, ça aurait certainement permis que ces sujets-là soient portés au plus haut sommet de l'État, plus qu'ils ne le sont maintenant. Fabien relève que vous dites écologiste, donc, et comme vous êtes député vous-même, vous faites quoi pour l'écologie exactement? Vous avez 2 propositions, 2 choses spécifiques que vous avez faites? Écoutez, moi je peux déjà vous donner un petit bilan. 2 choses que vous proposez aujourd'hui? Non, aujourd'hui, si les néonicotinoïdes sont interdits, c'est en grande partie grâce à moi. Aujourd'hui, si les semences paysannes, c'est-à-dire la diversité dans les fruits et légumes, sont enfin autorisées, c'est grâce à moi et ça date de la loi alimentation qui a été votée il y a 15 jours. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire des propositions pour le budget, pour que les mesures qui sont un peu difficiles aujourd'hui pour les Français, notamment à cause de la hausse du pétrole et à cause de la hausse des taxes sur le carbone, qui sont une bonne chose, mais qui sont difficiles pour certains qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, essayer d'avoir des procédures d'accompagnement pour les personnes qui ont des difficultés à passer ce cap. Parce qu'on réussira la transition écolo si on réussit à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens qui en souffrent. Donc voilà quelques propositions que je fais. Vous voterez le budget? Oui. D'accord. Dernière question. Dernière question. Selon Rauque, vous faites donc beaucoup contre les néonicotinoïdes. En revanche, vous ne prenez pas du tout parti, ou en tout cas contre, les frelons asiatiques qui déciment les ruches. Est-ce que vous faites quelque chose, vous, contre les frelons asiatiques? Je suis contre les frelons asiatiques. Voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est facile, vous n'avez pas pris position. Oui, les frelons asiatiques, c'est une conséquence notamment du réchauffement climatique. Et pour lutter contre les frelons asiatiques, déjà, il y a des mesures qui avaient été prises dans la loi biodiversité il y a déjà quelques années qui permettent aux préfets d'aller dans les endroits... Si, il y a des choses qui fonctionnent. Les préfets peuvent aller dans des propriétés où il n'y a personne, par exemple, où il y a des nids de frelons. Avant, ils ne pouvaient pas y rentrer. Maintenant, ils peuvent y aller pour faire en sorte de détruire ces nids. Et après, c'est la lutte globale contre le réchauffement climatique qu'il faut faire. On parle du frelon asiatique, on pourrait parler du moustique tigre, on peut parler de toutes ces espèces qui arrivent et qui sont des espèces exotiques envahissantes. Pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, il faut qu'on lutte contre le réchauffement climatique et il faut qu'on prenne des mesures ciblées. Il y a une stratégie contre les espèces exotiques envahissantes que j'avais lancée quand j'étais secrétaire d'État à la biodiversité, qui est en train d'être reprise par le ministère de la Transition écologique et solidaire et qui va donner des solutions aux maires et aux représentants de collectivités pour justement pouvoir avoir des outils pour lutter. Parce que vous parlez de ça, mais vous ne parlez pas de la Jussie, vous ne parlez pas de toutes ces plantes et oui, qui viennent envahir nos territoires et qui tuent la biodiversité locale. C'est un sujet complexe, donc oui, je suis contre le frelon asiatique et on met en place des politiques pour y arriver. Mais luttons d'abord pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre et c'est ça aussi qui va sauver les choses et qui permettra d'éviter peut-être des horribles catastrophes comme ce qui se passe dans l'Aude en ce moment. Merci Barbara Pompili, merci de vos réponses à toutes nos questions. Merci Jean-Baptiste Sémerjian. Merci aux internautes. Vous être fait l'interprète des internautes et puis à demain pour de nouvelles aventures.